Depuis des décennies, l'Afrique exporte son cacao, mais les producteurs n'ont jamais bénéficié de la véritable valeur générée par cette richesse. Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, a décidé de renverser cette situation. En novembre 2025, il a instauré un prix minimum pour l'exportation de cacao, 20% au-dessus du prix précédent. Cette réforme, perçue au début comme marginale, a secoué le marché mondial et redéfini la place de l'Afrique dans le commerce du cacao. Ce changement représente bien plus qu'une simple révision économique. Il symbolise un tournant historique pour la souveraineté du continent. Mais que signifie cette décision pour l'avenir du commerce mondial ? Ibrahim Traoré, en imposant un prix plancher pour le cacao, ne se contente pas de réformer un marché, il défie l'ordre mondial. Cette décision, appuyée par le Burkina Faso et ses voisins, le Ghana et la Côte d'Ivoire, garantit aux producteurs africains une rémunération plus juste. Elle marque le début d'un mouvement de transformation économique sur le continent, visant à renverser des siècles d'injustice commerciale. Pour les producteurs africains, cette hausse de 20% ne signifie pas seulement plus d'argent, mais une redéfinition de leur place dans le commerce mondial. Ils ne sont plus de simples fournisseurs de matières premières bon marché, ils sont désormais en position de négocier à leur juste valeur. Cette réforme symbolise bien plus qu'un simple ajustement économique. Elle incarne un changement profond dans les rapports commerciaux mondiaux. Mais à quel prix ce modèle va-t-il fonctionner ? Et quels obstacles devront être surmontés pour que cette réforme devienne un succès durable pour les nations africaines ? Une révélation discrète mais décisive a émergé en novembre 2025. 3 pays, représentant plus de 60% du cacao mondial, ont simultanément adopté un prix plancher commun. Ce geste coordonné, passé presque inaperçu au départ, a pourtant déclenché un basculement profond dans la chaîne de valeur du cacao. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique ne réagissait plus aux fluctuations du marché, elle fixait les règles. Derrière cette transformation, l'initiative d'Ibrahim Traoré s'est imposée comme le moteur politique et stratégique d'un changement longtemps jugé impossible. Pendant plus de 70 ans, l'Afrique avait fourni au monde son cacao sans jamais toucher la richesse qu'il générait réellement. Les multinationales dictaient ne pas métiler les prix, tandis que les producteurs faisaient face à des revenus instables, des infrastructures défaillantes et des marges écrasées. Les communautés rurales, dépendantes d'une matière première qu'elles ne contrôlaient pas, ne pouvaient ni investir, ni planifier, ni moderniser leur production. Le système, hérité d'un modèle commercial quasi colonial, fonctionnait au bénéfice des grands acheteurs internationaux. Mais la résistance silencieuse a fini par se transformer en action politique. Le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont conclu que seule une stratégie collective pouvait mettre fin au rapport de force inégal. Le prix minimum, fixé 20% au-dessus des niveaux antérieurs, n'était pas une simple hausse tarifaire. Il redéfinissait la valeur du cacao africain en le plaçant sur un terrain plus juste. Les premiers signaux du marché ont confirmé l'ampleur de la décision. Les industriels européens ont tenté de renégocier. Les économistes occidentaux ont alerté sur une hausse potentielle des prix du chocolat. Et les marchés à terme ont enregistré une volatilité inhabituelle. Ce qui semblait n'être qu'une mesure technique est rapidement devenu un symbole politique. L'Afrique ne cherchait plus seulement à mieux vendre, elle exigeait d'être reconnue comme actrice économique à part entière. La question désormais ouverte est claire. Cette prise de contrôle collective peut-elle remodeler durablement la gouvernance mondiale du cacao ? Ibrahim Traoré, en tant que leader politique du Burkina Faso, n'est pas simplement un président. Il est devenu l'incarnation de la lutte pour la souveraineté économique de l'Afrique. Dès son arrivée au pouvoir, il a prôné une approche radicale pour libérer l'Afrique de l'exploitation économique en réaffirmant le contrôle sur ses ressources naturelles. Le cacao, une ressource essentielle du continent, est devenu le symbole de cette nouvelle vision. Par l'instauration d'un prix plancher pour l'exportation, il a donné aux producteurs africains un levier économique qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Cette décision a été saluée par les communautés rurales qui, depuis des années, se battaient contre des prix injustes imposés par les multinationales. Pour eux, ce n'était pas seulement une hausse de prix, c'était un acte de justice.
Le changement a eu des effets immédiats. Les familles agricoles ont vu leur niveau de vie s'améliorer avec des revenus plus stables. Les enfants pouvaient aller à l'école, les agriculteurs pouvaient investir dans leurs exploitations et les communautés ont commencé à rêver d'un avenir plus sûr et prospère. Cependant, cette réforme a également déclenché une série de réactions en chaîne sur la scène internationale. Les grands acheteurs européens, qui avaient longtemps dominé le marché, ont commencé à remettre en question cette nouvelle dynamique. Comment cette tension entre le changement radical de Traoré et les forces économiques mondiales va-t-elle évoluer ? L'instauration d'un prix plancher pour le cacao par Ibrahim Traoré a provoqué une série d'événements qui ont bouleversé l'économie mondiale. Cette décision audacieuse n'a pas seulement réajusté les prix du cacao, mais a aussi mis en lumière les inégalités structurelles du commerce international. Le Burkina Faso, soutenu par le Ghana et la Côte d'Ivoire, a ainsi créé un précédent historique en réclamant une rémunération plus équitable pour les producteurs africains. Dès l'annonce de la mesure, les réactions ont été rapides. Les grandes entreprises du chocolat, notamment en Europe, ont exprimé des inquiétudes concernant les impacts possibles sur les prix du chocolat. Les analystes prédisent une hausse de 5 à 8% du prix des produits dérivés du cacao en Europe, ce qui pourrait diminuer la demande. D'un autre côté, les producteurs africains ont vu leurs revenus augmenter de manière significative. Une augmentation de 20% des prix du cacao a permis aux familles agricoles d'améliorer leur qualité de vie, d'investir dans des infrastructures et de réduire leur dépendance à l'égard des fluctuations des marchés mondiaux. Ce tournant a également incité d'autres pays africains à envisager des réformes similaires dans d'autres secteurs clés de l'agriculture. Ce changement, cependant, n'a pas été sans résistance. Les grandes puissances économiques ont vu d'un mauvais œil la montée en puissance de l'Afrique sur le marché mondial, craignant que ce modèle ne se propage à d'autres produits. La politique d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans une vision plus large de l'indépendance économique de l'Afrique, mais la route reste semée d'embûches. En imposant ce prix plancher, Traoré a voulu prouver que l'Afrique ne serait plus un simple fournisseur de matières premières, mais un acteur majeur capable de dicter ses propres conditions économiques. À court terme, ce changement a eu un effet tangible sur les producteurs, mais à long terme, la véritable question demeure. L'Afrique parviendra-t-elle à maintenir cette dynamique et à établir un modèle économique pérenne, ou verra-t-elle ses efforts contrés par les intérêts mondiaux dominants ? Le changement initié par Ibrahim Traoré dans le secteur du cacao repose sur un argument central. Les chiffres contredisent l'idée que cette réforme serait un simple geste symbolique. Le point de départ était clair. Avant novembre 2025, le revenu mensuel moyen d'un producteur de cacao était inférieur à 85$. Cette donnée, souvent ignorée dans les débats internationaux, illustre l'extrême précarité du secteur. Elle explique pourquoi les familles agricoles ne pouvaient ni investir ni stabiliser leur activité à long terme. Lorsque le prix plancher de 20% a été instauré, la transition a immédiatement modifié cet équilibre. Après l'application de la nouvelle mesure, le revenu agricole moyen a progressé de près de 18% en 3 mois. Ce delta rapide surprend même certains observateurs africains. Cette hausse significative montre qu'un changement de structure tarifaire peut redistribuer la valeur en faveur des producteurs plutôt que des intermédiaires. Les familles rurales ont commencé à percevoir ce revenu supplémentaire comme une base plus stable pour planifier les récoltes futures. Le troisième chiffre clé concerne l'emploi. Dans les régions productrices, plus de 4000 nouveaux emplois liés à la transformation du cacao ont été créés. La montée en puissance des unités locales de traitement a généré une demande immédiate de main-d'œuvre. Ce résultat concret prouve qu'un prix plus juste peut déclencher un effet multiplicateur dans l'économie locale. Ces données esquissent un tableau que de nombreux observateurs n'attendaient pas. L'économie du cacao, longtemps capturée par les fluctuations du marché mondial, retrouve un début de cohérence interne. Les producteurs africains, autrefois soumis aux aléas, commencent à retrouver une capacité de projection. Cette nouvelle structure tarifaire, impulsée par Ibrahim Traoré, remet en question l'organisation même de la chaîne de valeur mondiale. Parallèlement, les réactions internationales confirment que la réforme a créé une rupture. Les entreprises européennes ont réagi en ajustant leur stratégie d'approvisionnement, certaines tentant d'explorer d'autres origines comme le Brésil ou la Malaisie. Mais les chaînes d'approvisionnement alternatives restent limitées
et la qualité du cacao africain demeure un repère incontournable pour les industries du chocolat. Les analystes européens admettent que, malgré les craintes de hausse des prix, le marché devra probablement s'adapter à un nouveau paradigme où les producteurs africains ne sont plus la variable d'ajustement des multinationales. La résistance politique n'a pas disparu pour autant. Certains économistes occidentaux alertent encore sur le risque de distorsion du marché ou de surproduction, mais cette critique repose sur un modèle ancien qui supposait l'impossibilité pour l'Afrique de contrôler ses ressources. La réalité actuelle montre l'inverse. En fixant collectivement un prix minimum, les pays africains démontrent qu'une structure plus stable peut émerger lorsque le contrôle local est renforcé. Les chiffres ne racontent pas seulement une évolution économique, ils révèlent une logique nouvelle. Lorsque les pays producteurs reprennent le pouvoir de définir la valeur de leurs ressources, c'est l'ensemble du système mondial qui doit se rééquilibrer. La question désormais de savoir si cette dynamique sera durable et si d'autres secteurs africains suivront la même voie. Les critiques du modèle instauré autour du cacao africain ne manquent pas et il est nécessaire de présenter leurs arguments de la manière la plus solide possible. Le premier point avancé par plusieurs économistes occidentaux repose sur une logique classique du marché mondial. Selon eux, la hausse du prix du cacao pourrait entraîner une diminution de la demande internationale. Ils soutiennent que les consommateurs européens, déjà sensibles aux variations de prix, pourraient se détourner des produits chocolatés si les coûts augmentent. Dans cette perspective, l'Afrique risquerait de perdre une partie de sa compétitivité face à des producteurs comme le Brésil ou la Malaisie, qui ne sont soumis ni aux mêmes contraintes ni à la coordination politique initiée par les pays africains. Ce scénario, présenté de manière rigoureuse, met en avant l'idée que l'intervention directe dans la formation des prix pourrait créer un désavantage structurel sur le long terme. Le second argument, également défendu par plusieurs analystes, concerne les risques de distorsion du marché intérieur africain. Selon cette critique, un prix plancher pourrait inciter à la surproduction au point où l'offre dépasserait la demande réelle. Dans une telle configuration, les producteurs pourraient se retrouver dépendants d'un prix garanti sans que la structure du marché ne soit capable d'absorber des volumes croissants. Les opposants estiment qu'une telle dynamique pourrait déstabiliser les économies locales, générer des tensions politiques internes et fragiliser les mécanismes d'ajustement du secteur agricole. Cependant, les éléments présents dans les faits relatés montrent une autre lecture. Les défenseurs de la réforme rappellent que cette initiative ne vise pas uniquement une hausse de revenus, mais une reconquête de dignité économique. Dans les communautés rurales, la hausse de 20% a immédiatement permis l'accès à l'éducation, à de meilleurs équipements agricoles et à une stabilité que les fluctuations mondiales n'offraient pas. De plus, cette stratégie n'a pas été imposée unilatéralement. Elle résulte d'un accord coordonné entre le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire, ce qui réduit le risque d'isolement économique. Ce cadre collectif, encouragé notamment par la vision d'Ibrahim Traoré, montre que la réforme n'est pas un geste improvisé, mais une tentative de reconstruire un rapport de force plus équitable au sein du commerce mondial. Le 1er novembre 2025, la décision d'Ibrahim Traoré de fixer un prix plancher pour l'exportation du cacao a été un tournant décisif. Ce changement, qui semblait modeste au premier abord, a secoué l'économie mondiale, redéfinissant les règles du jeu pour les producteurs africains. Ce geste audacieux a réaffirmé la souveraineté économique de l'Afrique, donnant aux pays producteurs de cacao un levier qu'ils n'avaient jamais eu. Bien que cette décision ait été saluée comme un acte de justice, elle n'a pas été sans conséquences. Les grandes entreprises européennes de chocolat ont exprimé leurs préoccupations, craignant que cette hausse des prix affecte la demande pour leurs produits phares. Cependant, pour les producteurs africains, cette augmentation a eu un impact immédiat et positif. Des communautés rurales, longtemps marginalisées, ont vu leurs revenus augmenter, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour les familles agricoles. En outre, l'influence de l'Afrique sur le marché mondial a considérablement renforcé son pouvoir de négociation. Mais l'avenir de cette réforme reste incertain. La pression des géants économiques mondiaux et les défis internes de l'Afrique risquent de façonner l'issue de cette transformation historique. Les effets de la réforme du cacao
impulsée par Ibrahim Traoré, se manifeste déjà dans plusieurs dimensions essentielles. Pour les producteurs, comme l'expliquera la perspective des producteurs, la hausse de 20% du prix plancher a modifié la vie quotidienne bien plus rapidement que prévu. Les familles agricoles, longtemps dépendantes de revenus instables, disposent désormais d'un niveau de ressources leur permettant de planifier leur saison de culture avec davantage de sécurité. Plusieurs communautés ont pu envoyer leurs enfants à l'école de manière régulière et l'accès aux engrais s'est amélioré. Cette stabilité nouvelle, même fragile, représente un changement profond dans un secteur où la précarité était la norme depuis des décennies. Pour ces producteurs, la réforme n'est pas qu'un ajustement tarifaire. Elle constitue une reconnaissance de leur rôle central dans une chaîne de valeur longtemps dominée par des acteurs extérieurs. Du côté des entreprises, selon la logique suivie par les entreprises, l'impact est tout aussi tangible. Les industriels européens ont été forcés de renégocier leurs contrats, ce qui a entraîné une révision générale des stratégies d'approvisionnement. Les grandes marques de chocolat ont exprimé des inquiétudes quant à une possible hausse des prix pour les consommateurs, certains analystes évoquant une augmentation estimée entre 5 et 8%. Cependant, malgré ces tensions, les entreprises reconnaissent que l'Afrique, en tant que fournisseur majeur, dispose désormais d'un pouvoir de négociation accru. La recherche de nouvelles sources d'approvisionnement, comme le Brésil ou la Malaisie, n'a pas encore permis de compenser la qualité et le volume offert par le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Cette réalité souligne l'importance du rôle joué par Traoré dans la restructuration du rapport de force. Pour les consommateurs du point de vue des consommateurs, les effets se traduisent principalement par une modification progressive des prix des produits chocolats et produits chocolatés. En Europe et en Amérique du Nord, la hausse annoncée a suscité des débats sur les conditions de production mondiale. Certains consommateurs, confrontés à l'augmentation du prix des barres de chocolat, ont commencé à interroger l'origine des produits qu'ils achètent. Cette réforme pourrait donc encourager une meilleure prise de conscience des inégalités dans les chaînes d'approvisionnement. L'achat de chocolat pourrait devenir non seulement un acte de consommation, mais aussi une prise de position éthique, reliant le choix individuel à la dignité des producteurs africains. Enfin, dans le cadre géopolitique, dans la dimension géopolitique évoquée, cette réforme constitue un précédent majeur. L'Afrique, longtemps perçue comme un simple fournisseur de matières premières, revendique désormais le droit de fixer le prix de ses propres ressources. Les relations commerciales entre l'Afrique et les grandes puissances risquent de se transformer, avec une intensification possible des tensions diplomatiques. Mais pour Ibrahim Traoré, ce changement représente un pas nécessaire vers l'indépendance économique. La question soulevée en P8 trouve ici un début de réponse. Oui, ce modèle peut s'étendre à d'autres secteurs si les pays africains parviennent à maintenir une coordination régionale solide et une vision commune. Sur les 6 à 12 prochains mois, l'évolution de la réforme portée par Ibrahim Traoré autour du prix plancher du cacao pourrait suivre plusieurs trajectoires distinctes. Le premier scénario, le scénario de continuité stable, imagine une consolidation progressive du modèle adopté par le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les 3 pays maintiendraient leur coordination tarifaire, renforceraient leur capacité locale de transformation et continueraient d'obtenir une rémunération plus juste pour les producteurs. Dans un tel cadre, les investissements agricoles se poursuivraient, permettant aux communautés rurales de stabiliser leurs infrastructures, d'améliorer la qualité des récoltes et de réduire leur dépendance aux fluctuations des marchés mondiaux. L'Afrique pourrait alors consolider sa position de force dans les négociations internationales en affirmant plus clairement sa souveraineté sur une filière qu'elle a longtemps dominée en volume mais rarement en valeur. Le deuxième scénario, celui de la réaction défavorable du marché, verrait les grandes puissances économiques intensifier leur pression. Les industriels européens, déjà préoccupés par la hausse des prix, pourraient accentuer leur recherche d'alternatives, entraînant une contraction temporaire de la demande pour le cacao africain. Les tensions diplomatiques pourraient s'accentuer, avec de possibles tentatives de renégociation ou de mesures tarifaires destinées à affaiblir l'initiative africaine. Les économies locales pourraient ressentir
pourrait ressentir ces effets, notamment dans les régions rurales où la hausse des revenus a permis d'entrevoir un nouveau départ. Une fragilisation de ce pilier pourrait remettre en cause la capacité du continent à étendre ce modèle à d'autres secteurs. Le troisième scénario, celui de la pression interne, mettrait en lumière les fragilités structurelles des pays producteurs. Si les investissements dans la transformation n'avancent pas suffisamment ou si la gestion de la surproduction devient un défi, certaines communautés pourraient considérer que les bénéfices attendus ne se matérialisent pas assez vite. Les tensions sociales ou politiques pourraient alors réapparaître, risquant de fragiliser la cohésion qui a permis l'adoption du prix plancher. Face à ces possibles trajectoires, une recommandation de pensée s'impose. Considérer ces trois chemins non comme des fins en soi, mais comme des points de tension que les pays africains devront apprendre à équilibrer collectivement afin de préserver le pouvoir décisionnel qu'ils viennent tout juste de reconquérir. L'initiative d'Ibrahim Traoré, imposant un prix plancher pour le cacao, dépasse la simple question économique. Elle touche directement les vies des producteurs et des communautés rurales africaines qui ont longtemps été laissées pour compte dans le système économique mondial. En augmentant les prix du cacao, Traoré a non seulement amélioré le revenu des producteurs, mais a aussi restauré leur dignité. Pour les familles agricoles, cela signifie plus qu'un supplément de revenus, c'est la possibilité d'offrir à leurs enfants une éducation, d'améliorer leur qualité de vie et de planifier pour l'avenir. Cela va bien au-delà du cacao, un produit de base. C'est un acte symbolique, un appel à la reconnaissance de l'Afrique comme acteur principal sur la scène mondiale, capable de fixer ses propres règles économiques. Cette réforme a envoyé un message clair. L'Afrique ne veut plus être simplement une source de matières premières bon marché, mais un partenaire économique respecté. Ce changement de paradigme devrait interpeller les consommateurs mondiaux. Alors que le prix du chocolat pourrait augmenter en raison de cette réforme, les consommateurs devront réfléchir à la provenance de leurs produits et aux conditions dans lesquelles ils sont produits. Soutenir ce changement pourrait signifier soutenir une économie mondiale plus équitable. À long terme, cette initiative pourrait transformer la relation de l'Afrique avec le reste du monde. Le chemin reste semé d'embûches, mais chaque pas vers l'autosuffisance économique pourrait bien en inspirer d'autres. Pour que la dynamique enclenchée autour du cacao survive aux tensions évoquées dans les scénarios précédents, les pays africains doivent suivre une trajectoire structurée. Ibrahim Traoré a déjà posé les fondations, mais la consolidation du modèle exige une organisation plus méthodique et collective. Étape 1. Renforcer la transformation locale. Les gouvernements du Burkina Faso, du Ghana et de la Côte d'Ivoire doivent accélérer la construction d'unités de transformation du cacao. L'objectif, dans les 12 prochains mois, est de traiter une part plus importante de la production sur place. Le succès se mesure par le nombre d'emplois créés et la capacité à exporter des produits semi-finis plutôt que du cacao brut. Étape 2. Structurer la formation des producteurs. Les autorités agricoles doivent lancer des programmes de formation sur la gestion durable des plantations. Cette initiative doit être effective dès la prochaine saison agricole. L'impact sera évalué par l'amélioration de la qualité des récoltes et par la réduction de la dépendance aux engrais importés. Étape 3. Consolider la diplomatie commerciale. Les trois pays doivent parler d'une seule voix lors des futures négociations internationales. Une coalition africaine stable sera essentielle pour contrer les pressions des grandes puissances. Le progrès sera mesuré par la capacité à maintenir le prix plancher sans concession majeure. Étape 4. Stabiliser les revenus des familles agricoles. Les gouvernements doivent établir des mécanismes de suivi assurant que la hausse de 20% se traduit réellement par une amélioration durable. Les résultats seront mesurés par l'accès accru à l'éducation, à la santé et à l'investissement agricole dans les communautés rurales. Cette feuille de route répond à la question ouverte en P10. La durabilité du modèle dépendra de la capacité collective à protéger ce nouveau pouvoir économique et à l'étendre à d'autres secteurs clés du continent. Ibrahim Traoré a lancé une révolution économique en imposant un prix plancher pour le cacao, transformant ainsi une simple ressource naturelle en un puissant symbole de la souveraineté africaine. Ce geste a permis aux producteurs de cacao d'obtenir une rémunération plus juste et a donné une voix à ceux qui, pendant trop longtemps, ont été invisibles dans l'économie mondiale.
Mais au-delà de l'impact immédiat sur les revenus agricoles, cette décision incarne une vision plus grande, celle d'une Afrique capable de dicter ses propres conditions. Le cacao, produit longtemps exporté sans valeur ajoutée, devient le vecteur d'une nouvelle politique économique. Ce changement pourrait-il ouvrir la voie à d'autres réformes similaires dans toute l'Afrique ? Le modèle de Traoré est un appel à tous les pays du continent. Il est temps de prendre le contrôle de nos ressources et de négocier de manière équitable sur la scène mondiale. En redéfinissant les règles du commerce mondial, Ibrahim Traoré a offert un modèle d'autosuffisance et de dignité. Mais cette transformation ne fait que commencer. L'avenir de l'Afrique se trouve dans sa capacité à maintenir ce changement, à s'unir et à imposer des prix justes pour toutes ses ressources. L'initiative portée par Ibrahim Traoré n'est pas seulement une réforme économique, elle est devenue un repère symbolique pour des millions de producteurs africains. Le cacao, longtemps perçu comme une simple marchandise circulant dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, s'impose désormais comme un espace de souveraineté assumée. Soutenir cette dynamique, c'est reconnaître la valeur réelle du travail agricole et la nécessité d'un commerce plus équitable. Chacun, qu'il soit consommateur, professionnel ou simple observateur, peut contribuer à prolonger cet élan en s'informant, en partageant ses enjeux et en encourageant des pratiques commerciales responsables. Les transformations profondes commencent souvent par de petites actions collectives, et c'est dans cet esprit que ce mouvement doit se poursuivre. Si l'Afrique parvient à maintenir cette trajectoire, elle pourrait redéfinir la manière dont le monde considère la valeur de ses ressources. Reste une question essentielle. Sommes-nous prêts à soutenir durablement une économie mondiale qui place enfin la justice au cœur de ces échanges ?